essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. On attendait les résultats de SpaceX pour le deuxième trimestre. Bon, quand on regarde le chiffre d'affaires, c'est quand même assez spectaculaire. Mais ce qui a été très spectaculaire aussi, c'est l'effondrement de l'action. Oui, qui n'est pas encore avéré puisqu'on est en pré-ouverture. Oui. Là, donc, c'est des transactions qui se font là, un peu en parallèle, mais ça semble effectivement être une sorte de punition là, suite à des résultats quand même assez stellaires, là, sans faux jeu de mots là, dans le cas de SpaceX. Une augmentation de 92% du chiffre d'affaires. Là. Donc, grosso modo, on a doublé les revenus à 7,8 milliards de dollars. Sauf qu'évidemment, on connaît la nature de la bête. C'est une entreprise qui est en grande partie qui opère sur des secteurs là, qui requièrent énormément d'investissements, de R&D, d'infrastructures, dont l'intelligence artificielle, les plateformes de lancement, les satellites. Et donc, malgré cette augmentation importante du chiffre, on a quand même une perte là, de plus de 500 millions de dollars. C'est moins que ce que c'était à pareille date l'an dernier, mais ça reste quand même une perte significative, ce qui, sur un an, là, si on annualise, pourrait ramener moins 2 milliards de dollars. Donc, c'est sûr que si on s'attendait à avoir des dividendes, c'est peut-être pas là-dedans qu'il fallait investir. Donc, tu l'as dit, le titre a perdu le 6% depuis l'annonce des résultats hier. C'est aussi particulier, tu sais, je l'ai dit souvent, là, quand l'entreprise est entrée en bourse, une valorisation qui défie toute logique, là, en quelque sorte. Tu sais, là, on perd de l'argent, comment est-ce que ça vaut autant? Tu sais, bon, évidemment, certains diront parce que Musk va révolutionner ceci et cela. Sauf que ceci et cela, je l'ai dit souvent, c'est plein de trucs qui n'ont, somme toute, peu de choses à voir ensemble. On a un opérateur de fusée qui couvre ses frais, mais tu sais, c'est pas une industrie qui va quadrupler ou multiplier par 20 là, dans un horizon. Tu sais, ça croît, là, il y a de plus en plus de lancements, mais je veux dire, c'est une croissance très lente. On a un réseau social X qui, et ça, c'est dans les états financiers, est en perte de vitesse. Là. On a perdu 14% de revenus d'annonceurs, donc il y a de moins en moins d'intérêt pour X dans la population, puis évidemment, donc pour ses annonceurs, donc des pertes de ce côté-là. Il y a Starlink qui est si tu veux, le devant de la parade, c'est ces satellites qui permettent d'accéder à Internet, doublement du nombre d'abonnés, des revenus, et tu sais, Dieu merci qu'il y a Starlink parce que c'est la chose qui permet à cette entreprise-là de continuer d'être en vie. Et là où je termine, c'est l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai quand même un problème avec ce qui nous est dévoilé par SpaceX hier, c'est qu'on dit on a un acteur de l'IA, puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça vaut tous ces milliards et ces milliards de dollars, sauf que toi et moi, Alex, si on a une ressource très, très rare dans une course folle, dans une industrie en forte croissance, puis qu'on a cette ressource-là, par exemple des centres de données, moi, ce que je dirais, c'est, Alex, on va utiliser nos centres de données, puis on va faire du calcul, puis on va vendre de l'IA. Actuellement, SpaceX a des centres de calcul, a des centres de données, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les louent à Anthropic et à Google. Et donc, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est qu'on aime mieux louer notre actif très rare que de l'utiliser pour faire de l'argent, ce qui témoigne pas de beaucoup d'imagination, puis ce qui témoigne pas d'une entreprise qui va croître très rapidement. Si t'es une commodité, si t'es un fabricant de centres de données avec de la brique et du mortier pour louer à d'autres, tu ne seras pas valorisé comme si tu étais la prochaine patente révolutionnaire. Et donc, pour moi, la punition qu'assène le marché depuis hier, c'est essentiellement ça, c'est quel est le plan? Parce que tout ce que tu nous présentes là, satellite exclu, c'est des propositions de valeur perdantes. Et même les satellites, à un moment donné, je comprends que ça a beaucoup augmenté, mais j'ai l'impression que c'était un peu arrangé avec le gars des vues, c'est-à-dire qu'on voulait que les premiers résultats soient très impressionnants. On a peut-être traficoté un peu, mais ça ne va pas croître, ça ne va pas doubler à chaque année, Alex. Je veux dire, il y aura pas 14 milliards d'utilisateurs de ça éventuellement. Ça va donc plafonner et donc la valorisation est peut-être un peu gonflée. Il faut dire quand même que depuis une semaine, en anticipation des résultats, le titre avait pris 10%. Donc là, on a perdu 6 et quelques là, depuis hier. On est revenu au même point où on était il y a une semaine. Après, il va falloir voir les prochains jours parce que clairement, ce qu'on a vu hier, c'est un peu comme une absence de plan. Je veux bien qu'on croie à Elon Musk comme certains croient à Dieu, mais à un moment donné, money talks, il faut générer des revenus, il faut générer des profits et c'est pas la trajectoire sur laquelle on semble s'orienter chez SpaceX. Mais je trouve que c'est quand même un douloureux rappel, là. T'sais, de ceux qui se sont garrochés sur ce titre-là avec l'espèce de sentiment d'avoir peur de manquer quelque chose. Puis il y en a, là, tu sais, que la première journée qui ont acheté ça très, très haut.
Là, quand on regarde les transactions d'avant ouverture de marché, ça ouvrirait à peu près à 111 piastres. Oui, et il faut dire, Alex, je veux pas être prophète de malheur, mais il y a aussi une période de grâce là, à partir du moment où une entreprise est initialement cotée sur les marchés boursiers, une période de grâce ou en fait de restriction, pendant laquelle les insiders, les employés, les dirigeants, certains investisseurs n'ont pas le loisir de liquider, là, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas vendre leurs actions. Tu es obligé de les garder. Cette période-là arrive ces jours-ci à échéance, là, donc on va peut-être voir des employés qui veulent, eux, qui sont rentrés là, ils gagnaient leur petit salaire, là, soudainement, ils sont multimillionnaires, ils vont peut-être vouloir, quel que soit le prix, lâcher leurs actions pour réaliser leurs options, réaliser leurs profits. Et donc, éventuellement, s'il y a plein de gens qui se portent vendeurs du titre dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça pourrait conduire le titre fortement à la baisse. C'est un peu d'ailleurs ce que les analystes anticipent là, qui va se passer au courant du mois d'août. On va voir plein de ces acteurs internes qui ont évidemment une valeur nette sur papier qui est très importante. Ils vont vouloir la réaliser, cette valeur nette, pour s'acheter une maison, s'acheter une voiture. Ouais. On serait fou de pas le faire. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est possiblement beaucoup d'actions qui vont être rendues disponibles sur le marché. Le sujet polarise les fameux profits des pétrolières. Il y a même le président américain qui s'en était mêlé en disant là, ça n'a pas d'allure, ils font trop d'argent. Tu signes un texte très intéressant dans le journal ce matin. Et quand même quelque chose là, qui attire aussi mon attention là-dessus parce que il y a toute la question, jusqu'à quel point, effectivement, il est acceptable pour les pétrolières de faire des profits. Ouais. Et il y a toute la considération de l'intérêt public aussi dans leurs calculs. Comment tu vois ça? Ben, je t'en parlais hier, fait que je veux pas ressasser nécessairement les mêmes histoires, mais bon, Donald Trump, avant hier, s'est prononcé là-dessus en disant ils font trop d'argent, grosso modo, sur profit, ce qui est essentiellement le discours historique de Bernie Sanders et de la gauche, donc de voir un président républicain, donc plutôt à droite, revenir sur cette thématique-là des surprofits, c'est-à-dire d'une profitabilité qui est illégitime, c'est quand même surprenant. Je me suis un peu penché là-dessus, effectivement. Bon, les entreprises dans le domaine pétrolier, puis d'ailleurs, hier, on a eu Saudi Aramco, là, l'entreprise saoudienne, qui malgré la guerre en Iran, là, c'est le bordel, des infrastructures détruites, malgré tout, profitabilité extraordinaire, puis tant mieux pour les actionnaires. Mais ce qu'on doit constater, c'est qu'en fait, ces profits-là, puis cette valeur qui est transférée aux actionnaires, elle est essentiellement prise dans nos poches. Là, je veux dire, elle vient de quelque part, puis donc c'est notamment par la vente de produits pétroliers, d'essence, à un prix qu'on peut dire peut-être excessif. Là. Il y a cette espèce d'image dans l'industrie pétrolière de la fusée et de la plume. Hein, quand les prix augmentent, ça monte très, très, très vite. Quand il vient le temps de descendre, c'est très, très lent à la baisse. Et donc, ultimement, ils en profitent quand il y a des fluctuations comme celle-là, parce qu'on en a eu des fluctuations depuis le 28 février. Hein, ça a été comme up and down sans arrêt. Ben, essentiellement, à chaque fois que ça monte, on monte le prix à 2$. Puis là, quand le brut, il baisse, ben là, pout, 1,97, 1,96, puis tu sais, on continue d'encaisser, dans le fond, une rente le temps de se restabiliser. Et donc, doublement des profits, là, grosso modo, de l'industrie au cours du dernier trimestre et au cours du premier semestre, donc la première moitié de l'année. Et là où je voulais en arriver avec ce texte notamment, c'est que c'est quand même, tu sais, l'industrie pétrolière, là, on va se le dire, c'est l'industrie par excellence de la subvention à l'international, hein, que ce soit le subventionnement des infrastructures. Là, ici même, là, les pipelines là, dans l'Ouest, là, je veux dire, je veux pas faire de peine à personne, mais c'est des infrastructures qui sont publiques. Comment se fait-il qu'une industrie qui génère des profits comme ceux-là soit pas foutue de se payer l'infrastructure qu'il lui faut pour amener son produit au marché? Je comprends rien là-dedans. Essentiellement, ce qu'on fait, Alex, c'est qu'on socialise les coûts, c'est-à-dire qu'on les fait payer par les contribuables comme toi et moi, puis on privatise les profits. On met en place des infrastructures qui sont payées par le contribuable, puis c'est une gang d'actionnaires, gang d'investisseurs qui en profitent. Après, peut-être que tu es investisseur là-dedans via tes placements, mais ça reste quand même pas à la portée de tout le monde. Donc, on prend de l'argent public puis on le privatise pour quelques chanceux. Donc, il y a les infrastructures. La deuxième chose, c'est l'investissement technologique. Combien de subventions est-ce qu'on a donné à un paquet d'affaires autour de l'exploration, du transport, les trucs comme Deep Sky, la captation du carbone. Tout ça est très bien. Là, je suis évidemment très favorable à la R&D, puis la science, puis la technologie, mais ça reste qu'on prend de l'argent public pour financer l'industrie pétrolière, pour financer des chaires de recherche, de la recherche universitaire, puis ça bénéficie à qui? Ben encore une fois aux pétrolières. Et finalement, regarde le nombre de foutues guerres qu'on s'est tapé pour sécuriser l'approvisionnement pétrolier. Certains diront, bon, je veux pas faire de peine à Colin Powell, mais la guerre en Irak, là, puis les armes de destruction massive, il y avait quelques faux prétextes. On pouvait lire entre les lignes que c'était pour sécuriser un approvisionnement pétrolier. Et donc,
selon certaines estimations, Alex, on aurait mis 7 000 milliards de dollars de subventions au cours du dernier siècle envers l'industrie pétrolière. 7 000 milliards, là, je vais redire le chiffre. Et donc, d'entendre quand même ces entreprises-là hautement profitables, grâce à de l'investissement public, venir se tourner de bord et nous dire il faut couper les taxes sur l'essence, je trouve ça un peu fort de café, si tu veux mon avis. C'est quand même, tu sais, à un moment donné, tu peux pas mordre la main qui te nourrit perpétuellement. L'État, les contribuables, cette affaire-là a subventionné votre industrie lourdement depuis un siècle. Venez pas maintenant dire qu'il faut enlever des taxes. Je suis désolé, s'il y a un endroit au gruger, c'est peut-être dans le 60 cents de profit sur le litre qu'on pourrait y trouver quelques cents pour enlever de la pression sur la poche des consommateurs. Bref, un texte dans le journal. C'était mon petit coup de gueule sur les pétrolières du jour. Mais encore une fois, il y aura plusieurs articles autour de ce sujet-là. Là. Sylvain Larocque en signe un également. Donc, on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui se passe dans le domaine pétrolier au cours des prochains jours. Oui, puis on a vu les conséquences, puis on le voit très bien dans le journal ce matin, là, sur les PME. Ben oui. À quel point, là, ce qu'on a vécu, là, cette montée des prix à la pompe, petite accalmie, on est à peu près à 1,86. Tu sais, quand c'est rendu qu'on est à 1,86, puis on se dit, puis qu'on est content. Hey, il est pas cher le gaz à 1,86. Ouais. Alors, imaginez effectivement, là, les PME, les compagnies de transport, à quel point... Les agriculteurs avec le diesel. Ça fait gonfler la facture. Puis en bout de ligne, l'argent vient tout le temps de la même poche. Là. En bout de ligne, au bout de la chaîne, tout ça, il y a nous, il y a les consommateurs. Puis si on se fait pas avoir à la pompe, ben on paye le prix lorsqu'on achète un produit. Là, c'est clair. Francis, on t'écoute avec plaisir cet après-midi. 15h, on sera là dans le retour. Salut.